Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. De matière miracle à ennemi public numéro 1, le plastique s'infiltre partout, y compris dans les grands titres d'actualité. 52 000 microparticules de plastique par an ingérées par notre corps, selon une étude canadienne, lisait-on en juin 2019. Du plastique présent partout, jusque dans les fœtus humains, titrait Courrier International en 2024. Mais alors d'où vient cette pollution ? Parfois, les réponses les plus prometteuses semblent les plus incongrues. Et si nous regardions par exemple du côté de nos pneus ? Cette émission est en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle de Nantes et leur cycle de conférences Sciences étonnantes. C'est une fois par mois et c'est gratuit. En plateau avec nous aujourd'hui pour parler de la pollution microplastique en ville, nous recevons Louisa Landebry, doctorante, bonjour. Bonjour. Et Thiago De Oliveira, post-doctorant, bonjour. Bonjour. Vous travaillez tous les deux au laboratoire Eau et Environnement de l'université Gustave Eiffel sur le site de Nantes. Alors nous avons déjà eu le plaisir de recevoir en mai 2023 Johnny Gasperi, directeur de recherche, et Lauriane Ledieu, chargée de recherche, pour une émission sur la pollution par les micro- et macroplastiques de l'estuaire de la Loire. C'était il y a déjà 2 ans, mais elle est toujours disponible en podcast, chers auditeurs, auditrices, si vous êtes curieux. Alors vous, Louisa Landebry et Thiago De Oliveira, vous travaillez sur une pollution bien particulière, celle qui est liée aux particules de pneumatiques. Et votre terrain, c'est assez concret puisque c'est dans la ville de Nantes, c'est bien ça ? Tout à fait, oui. La ville et sa région et l'estuaire de Loire aussi. Donc jusqu'à l'estuaire. C'est ça. Alors on va explorer tout cela ensemble pendant 1 heure. On entendra même un petit bout de la voix de Jamie de C'est pas sorcier en deuxième partie d'émission. Restez donc à l'écoute du Labo des Savoirs. Les voix de la recherche scientifique au Labo des Savoirs. Alors avant de parler de pneus, parlons d'eau. La contamination de nos sources d'eau, des zones de captage de l'eau potable en passant par nos fleuves ou nos bouteilles en plastique ne fait, hélas, plus beaucoup de doutes. Une étude américaine publiée le mardi 9 janvier 2024 dans la prestigieuse revue Proceedings of the National Academy of Science, PNAS, indique la présence moyenne d'environ 204 000 nanoparticules par litre d'eau en bouteille, soit 100 à 1000 fois plus que précédemment rapporté. Cette détection a été notamment permise par une nouvelle technologie d'observation plus fine et plus précise qu'avant, preuve que quand on cherche, hélas, on trouve. Alors si l'eau en bouteille n'est pas aussi pure qu'on l'imagine, prenons donc l'eau du robinet. Ou pas, car depuis l'actualité sur les PFAS, ces polluants éternels que l'on retrouve notamment dans nos poêles anti-adhésives, les eaux du robinet ont été testées pour voir la présence ou non de ces particules. Comme la particule du TFA, le plus petit des PFAS, très volatile. Et cette molécule, on la retrouve notamment dans les pesticides et dans la majorité des eaux potables des communes testées en janvier 2025 par l'UFC Que Choisir. Alors voilà pour le panorama très peu réjouissant. Louisa, Thiago, je me tourne vers vous. Comment ces eaux peuvent se retrouver contaminées à ce point ? Est-ce que le cycle de l'eau que l'on voit à l'école primaire est si perméable aux pollutions de notre environnement ? Eh bien oui, malheureusement. Pour un rappel peut-être sur le cycle de l'eau, on va avoir en premier lieu tout ce qui est émis sur Terre, donc que ce soit les déchets humains ou d'autres polluants qu'on va rejeter en fait dans nos toilettes, nos éviers, etc. Ça va venir rejoindre les égouts, les stations d'épuration. Pour ce qui est émis sur Terre, on va avoir les eaux de ruissellement qui vont venir lessiver finalement tout ce qu'on émet. Et ça va rejoindre également soit les systèmes de traitement, soit directement, malheureusement, les fleuves. Et une fois dans ces fleuves, ça peut rejoindre l'océan. Et le cycle de l'eau qui le permet, on va avoir une étape d'évaporation de l'eau qui va se condenser en nuages, puis une étape de précipitation, et c'est de retour sur Terre. Ça peut s'infiltrer dans les sols et ça repart dans les fleuves. Donc ça, c'est le cycle classique. Et dès qu'on a un polluant, plus petit en plus ce polluant est, plus il va suivre ce cycle, et il va suivre exactement les mêmes étapes. On va retrouver ce polluant qui va se retrouver dans les fleuves, se retrouver dans les nuages, dans la pluie, s'infiltrer dans les sols et on n'y échappe pas.
Donc ces petits polluants extrêmement volatiles, ils s'imprègnent, ils sont dans tout ce cycle de l'eau permanent et donc ils vont jamais être, par exemple, retenus par la terre ou filtrés. Il n'y a pas de système pour s'en débarrasser? Il n'y a pas de stockage et c'est l'une des hypothèses aussi pourquoi on retrouve des microplastiques, par exemple, au sommet du pic du Midi, c'est-à-dire qu'on a ce fameux septième continent dans les océans, continent de microplastiques. Et par effet d'évaporation, on a, comme Louisa l'a dit, des petites particules de plastique qui vont monter avec la vapeur d'eau et ensuite, avec les courants atmosphériques, se déposer un peu plus loin et notamment contaminer les sommets de montagnes et notamment du pic du Midi. Donc, qu'importe les lieux, qu'ils soient urbanisés ou non, avec une présence de l'homme ou non, il y a une possibilité de présence de microplastiques. Malheureusement, oui. Alors Louisa, votre sujet de thèse, c'est particules issues de l'usure des pneumatiques et de la route, analyse, imprégnation dans le continuum terre-mer et risques associés. J'espère que je ne me suis pas trompée déjà. C'est bien ça. C'est quoi le continuum terre-mer? C'est vraiment en fait cette liaison entre tout ce qu'on va émettre donc, sur Terre, donc en fait l'activité humaine en particulier, et ce qui va venir donc rejoindre donc la mer, les océans. Et souvent, donc, comme je le disais, finalement, ça va suivre un peu le cycle de l'eau aussi, par ce biais des eaux de ruissellement, des rejets de stations d'épuration qui vont se rejeter dans les fleuves, dans la mer après. Et donc, c'est un peu voir si ce qu'on retrouve sur Terre, ce qu'on émet sur Terre, parce que c'est l'homme qui émet en majorité, en totalité, est-ce qu'on le retrouve en fait dans l'océan et à quel niveau en fait on retrouve ces pollutions dans nos océans qui sont bien plus difficiles finalement à dépolluer aussi, parce qu'après, bien plus inaccessibles et plus vastes. Ça veut dire que si moi je suis dans mon jardin et que j'utilise de l'herbicide pour avoir une terrasse qui est magnifique et qu'il pleut, est-ce que je vais avoir un impact avec mon herbicide sur ce continuum terre-mer? Oui. D'accord. On voit souvent dans la ville de Nantes, sûrement dans d'autres villes, marqué au sol à certains endroits où il y a les égouts, des choses comme ça, ici commence la mer. Et en fait, ce texte, c'est pour montrer qu'en fait, tout ce qu'on jette à un endroit sur le sol, qui ne sont pas des poubelles, donc qui ne sont pas des lieux où on doit jeter des choses, finalement, ça va se retrouver dans la mer. Et donc, on a tous un impact en jetant n'importe où nos déchets ou en utilisant des produits polluants qui vont se retrouver in fine dans la mer. Oui, ça va au-delà de jeter quelque chose depuis un bateau. On est vraiment... Toutes nos actions, même sur Terre, risquent de se retrouver avec le fameux cycle de l'eau dont on a parlé, dans le fleuve ou dans la mer. Oui, c'est ça. Alors, vous participez tous les deux au projet Rubber City. Je l'ai dit avec un accent anglais parce que Rubber City, ça fait un peu bizarre. Donc, Pneuville, ces deux mots anglais accolés, qui est financé par l'ADEME. Ce projet de 2024 à 2026 comporte 3 axes. Alors, est-ce que vous pouvez me les donner et me les expliquer? Alors, petite pause. Il n'y a que moi qui participe au projet Rubber City. D'accord, donc c'est vous, Thiago, pardon. Ouais. Pour l'erreur. Alors, Thiago, expliquez-nous donc ces 3 axes du projet. Alors, donc c'est un projet qui est financé effectivement par l'ADEME et avec Johnny Gasperi, je suis porteur de ce projet. Il est structuré en 3 axes avec un premier axe sur les émissions de particules de pneus. Donc là, c'est essayer de comprendre et d'évaluer ces émissions à la source même, donc au moment même de l'abrasion, avec un véhicule qui est instrumenté. Donc on va circuler sur la route et essayer d'évaluer ces émissions. Ensuite, on a un deuxième volet sur le transfert vers le compartiment atmosphérique. Donc on va essayer de comprendre quels sont les niveaux de contamination dans le compartiment atmosphérique. Et un troisième volet qui va s'intéresser aux milieux récepteurs que sont les sols. Donc une fois qu'on a nos particules de pneus qui sont soit générées à la route ou transférées vers l'atmosphère, on a ce stockage qui peut se faire, ou en tout cas cette contamination du sol adjacent aux routes. Et donc on va essayer de regarder également ces niveaux de contamination dans les sols. Et avec ce projet, on a cette approche intégrée qui vise à la fois source, transfert et ensuite imprégnation.
Donc source, je suis dans ma voiture, je freine, cela use un peu les pneus, il y a des particules qui sont émises. Transfert, elles sont émises dans l'air, dans l'atmosphère, elles sont transportées par le vent, j'imagine. Et récepteur, stockage, elles tombent au sol, elles rejoignent peut-être aussi ce fameux cycle de l'eau. Et c'est là on va pouvoir peut-être analyser ce qu'il y a pour savoir la pollution, c'est ça? Tout à fait. C'est l'objectif de ce projet Rubber City qui vise donc à évaluer ces niveaux de contamination, mais dans un contexte exclusivement urbain. Là, on s'intéresse vraiment à la ville et on a notre site d'étude qui est la ville de Nantes. Alors, comment vous faites pour justement analyser ça? On a parlé du petit véhicule, on en parlera en deuxième partie, mais déjà intéressons-nous aux milieux récepteurs qui peuvent recevoir ces particules de pneus. Déjà parce que des particules de pneus, j'aurais jamais pensé à ça comme source de polluants. Est-ce que vous allez les étudier en faisant des carottes de terre? Est-ce que vous prenez votre pelle et un seau? Comment on fait pour étudier ça? Alors, dans ce projet Rubber City, nous avons déjà effectué plusieurs campagnes de prélèvement de sol et l'idée, c'est de récupérer effectivement de l'échantillon. Et donc, on utilise des tarières, on peut utiliser des petites pelles pour essayer de récupérer donc, soit les couches superficielles, si on s'intéresse vraiment aux couches superficielles du sol, ou bien avec la tarière, et puis on peut aller un peu plus profondément sur plusieurs dizaines de centimètres pour voir l'imprégnation en profondeur du sol sur cette contamination en particules de pneus. C'est quoi une tarière? Tarière, c'est un outil qui nous permet de faire des carottes, des petites carottes dans le sol. Comme les carottes de glace, mais là, dans la terre. Voilà, on est sur des longueurs de 20 cm, et donc on peut prélever sur plusieurs fois 20 cm pour faire notre carotte de sol. Et vous faites ces prélèvements où? Dans Nantes? Alors oui, c'est dans Nantes. On a plusieurs sites d'études. Donc l'objectif de ce projet, c'est d'évaluer la contamination des sols de parcs et jardins urbains. Donc on a plusieurs sites localisés dans Nantes, notamment le Jardin des Plantes. On a le parc de Procès, le parc du Grand Blotreau. On a plein de jardins et parcs potagers familiaux, Crapaudine, Fournière. Et donc on a échantillonner ces différents sites pour essayer d'avoir une carte un petit peu de la contamination des sols dans la ville de Nantes. Donc vous avez vos échantillons, vos carottes de terre, vous les ramenez au labo et là vous faites quoi? Alors là, il y a un traitement pour les analyser derrière. On ne peut pas les analyser telles quelles, brutes. Il faut éliminer au maximum la matière organique. Donc il y a plusieurs étapes de tamisage, de broyage, et ensuite une étape chimique qu'on appelle digestion de la matière organique, où on va mélanger notre sol avec un réactif pour essayer d'éliminer au maximum des choses qui ne nous intéressent pas pour l'analyse, pour nous éviter de nous donner par exemple des faux positifs, des choses comme ça. Et donc tout ça, ce sont différentes étapes qui ont été développées au laboratoire pour analyser de manière robuste les sols. Donc à la fin, il ne reste que les matériaux chimiques, on va dire, pour savoir s'il y a ou non des particules de pneus? Alors malheureusement, on ne peut pas tout éliminer et donc il y a beaucoup de phases de tests en laboratoire. Mais l'idée, c'est de minimiser au maximum l'impact de ces interférents, donc avec les attaques de la matière organique, pour maximiser nos chances de détecter de manière robuste les particules de pneus. Alors on va parler de ces résultats, si vous en avez détecté ou non, en grande quantité ou non, en deuxième partie. Vous avez parlé aussi de l'air, des émissions atmosphériques. Comment on fait pour prélever de l'air? Alors là, il y a deux façons. Il y a soit par dépôt atmosphérique, donc on va, entre guillemets, déposer un seau dans un site que l'on veut échantillonner, et on va laisser ce seau, ce récipient, sur une longue durée, donc ça peut être 1 mois, 2 mois. Et là, on va avoir un dépôt de ce qui se passe, enfin, de toutes les particules qui sont dans l'air, qui vont se déposer par gravité dans le seau. Ensuite, ce seau-là, on récupère l'échantillon à l'intérieur et on va le filtrer sur un petit filtre. Et c'est ce filtre-là, avec les particules piégées dessus, que je vais analyser. Et ça, c'est la première façon. Et ensuite, il y a la deuxième façon, où on est sur un prélèvement actif. Là, avec une pompe, on va tout simplement prélever de l'air, on va pomper de l'air sur un filtre, et c'est un filtre similaire que je vais analyser en laboratoire pour voir s'il y a des particules de pneus. Donc là, on a parlé de l'air, on a parlé de la terre. Est-ce que vous prélevez aussi de l'eau ou quelque chose côté Loire, estuaire? Ça, c'est plus mon domaine, du coup. C'est à vous, Louisa. Moi, je fais pas. Enfin, le projet Rubber City, du coup, s'intéresse vraiment aux émissions et à l'imprégnation en ville. Et moi, dans ma thèse, je regarde ce qu'il y a
en dehors, en périphérie en fait. Donc j'ai aussi des prélèvements de sol, mais en périphérie, alors sur les mêmes principes que ce que Thiago a expliqué. Et je viens aussi prélever des échantillons en Loire. Alors, je me focalise sur l'estuaire de Loire. Donc, on est entre Montjean-sur-Loire jusqu'à Saint-Nazaire à peu près. Et là, j'analyse des sédiments. Donc, soit les sédiments du chenal de navigation, donc ceux qui vont vraiment être plus remobilisés en continu, et des sédiments de vasières. Donc, les vasières, c'est des zones qui vont être plus des zones d'accumulation, qui vont être à découvert finalement sous l'effet de la marée. Donc, de temps en temps, vont être à l'air libre. Donc, vont être soumises à du dépôt atmosphérique également et recouverts lors de marée haute. Tandis que les sédiments du chenal, eux, sont globalement tout le temps sous l'eau. Et j'ai également fait des prélèvements de matière en suspension. Donc là, je me suis baladée sur un petit bateau en Loire et je suis venue vraiment prélever de l'eau en surface. Donc avec un seau, on vient prélever l'eau de la Loire. Et puis après, au laboratoire, je filtre toute l'eau pour ne récupérer que les matières solides, donc les matières en suspension, et venir voir si on a ces particules de pneus qui sont dans les matières en suspension ou bien si elles viennent se déposer dans le fond, donc dans le lit de la Loire. Est-ce que les vasières sont plus contaminées de par leur exposition atmosphérique également et finalement, sur cet estuaire, donc de Montjean à Saint-Nazaire en passant par Nantes, qui est aussi la plus grosse ville qui peut avoir un plus grand impact, est-ce qu'on a une dispersion de ces particules et une présence de ces particules qui est différente et est-ce qu'on en retrouve jusqu'à l'océan. Donc est-ce que ce serait par exemple plus concentré au niveau de la ville de Nantes, plus grosse zone urbaine et moins concentré autre part ou non? Est-ce que c'est plus concentré sur le fond de la Loire ou sur les particules en suspension? Tout ça, c'est plein de questions que vous vous posez et donc c'est en complément du projet Rubber City, c'est ça? En parallèle. Oui. En parallèle. Et là encore, pour chercher des particules de pneus, ça me semble dingue. Pour moi, le pneu, ça peut se situer autour d'une route, mais pas forcément n'importe où. Vous me confirmez que vos endroits de prélèvement peuvent être près d'une autoroute comme éloignés? Oui, tout à fait. C'est partout? Partout. Bon, on parlera des résultats dans la deuxième partie. J'ai plein de questions encore. On écoute d'abord Flinger Kids de Quiet Boy et on revient avec toutes les questions juste après la musique. Go
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. C'était Flunger Kids de Quiet Boy. Nous sommes de retour en plateau avec Louisa Landebry et Thiago de Oliveira du laboratoire Eau et Environnement de l'Université Gustave Eiffel. Avant de vous redonner la parole, on écoute un extrait sonore d'un Vendéen très connu qui est passé vous faire une petite visite pour une émission de télé. Il y a aussi du plastique dans l'air des villes que nous respirons. Celui-ci, on sait très bien d'où il vient, des voitures. Mais il ne sort pas des pots d'échappement, il vient des roues, des pneus précisément. Si les pneus de nos voitures contiennent du caoutchouc naturel, la majorité est d'origine synthétique. Autrement dit, c'est du plastique. Problème, il s'use. Les frottements lui font perdre de la matière. Jusqu'à 4 kilos sur la durée de vie d'un pneu. Et ce plastique, on ne s'en doute pas, se retrouve dans nos poumons. Bogdan Mourezan est chercheur au sein de l'université Gustave Eiffel à Nantes. Il a mis au point un étonnant véhicule, bardé d'instruments de mesure. Et surtout, muni d'un gros aspirateur collé tout près des roues avant. Sa mission, capturer les particules produites par le pneu pour comprendre comment elles sont émises et tenter de les réduire. Vous allez le voir, ça dépend beaucoup de notre façon de conduire. Bon, elle est quand même un peu bizarre, hein, votre voiture. J'hésite entre Retour vers le futur et Ghostbusters. Alors derrière nous, il y a un moniteur qui montre en temps réel les émissions en fonction de ce que vous avez fait au volant. On a défini le trajet, un trajet type, pour essayer de voir quels sont les facteurs qui jouent sur les émissions. Après seulement 1 heure de trajet en ville, le pneu s'est amaigri. Alors, combien il a perdu? À peu près 2 grammes. 2 grammes. Je perds un peu plus quand je fais un footing. 2 grammes, ça semble peu. Mais les filtres de l'aspirateur révèlent la vraie nature du problème. Ça se voit très nettement à l'œil nu. On a l'impression que quelqu'un a tracé un trait avec un stylo. En fait, ça a l'air une ligne homogène, mais c'est des milliers de milliers, voire des milliards de petites particules les unes à côté des autres. Donc c'est des particules qui ont la capacité d'être inhalées et de pénétrer notre système pulmonaire. Au sein de ces plus fines, il y a aussi certaines particules qui traversent la paroi des alvéoles et qui vont directement dans le système sanguin. Elles créent une toxicité. Et les matériaux qu'elles libèrent dans le sang peuvent se diffuser et avoir une toxicité au niveau de l'organisme entier. Et combien de temps elles vont rester en suspension? On a fait des mesures dans les agglomérations et on a vu le couvert de pollution qui s'associe aux tailles de ces particules-là, qui sont là pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Les niveaux les plus forts d'exposition se concentrent autour des routes, mais cette pollution, on a un fond diffus qui peut englober toute une agglomération jusqu'à 20-30 km. Donc en fait, on baigne à longueur de journée dans ce bain de particules très fines. C'était un extrait du Monde de Jamie diffusé le 13 janvier 2025 sur France 5, où Jamie Gourmaud est justement venu dans votre laboratoire à l'université Gustave Eiffel pour parler de pollution plastique en ville. Alors on va revenir un peu plus en détail sur cette histoire de voitures tout équipées qui aspirent des particules de pneus, sur la contamination, etc. Mais avant, petit instant définition, une particule de pneu, c'est quoi? Un pneu, c'est quoi? Alors, un pneu, c'est une enveloppe autour d'une jante qui permet et qui assure l'adhérence d'un véhicule. Alors, pourquoi on parle de plastique dans le cas des pneus? En raison, en fait, de sa composition. On a à peu près 40 à 50% en masse du pneu qui est du caoutchouc, et notamment du caoutchouc synthétique. Et le caoutchouc synthétique, ce sont des polymères qui sont issus de l'industrie pétrolière et qui rentrent dans la définition chimique de plastique. 40 à 50% de caoutchouc synthétique, et le reste, c'est quoi? Alors, on va retrouver aussi une fraction inorganique avec du noir de carbone ou de la silice qui permet d'assurer une résistance à l'abrasion du pneu, et aussi une fraction d'additifs pour permettre justement une meilleure
meilleure adhérence ou préserver le pneu. Et ces additifs, certains sont très problématiques, très toxiques pour l'environnement et pour certaines espèces de poissons. Et ces particules de pneus sont générées par abrasion. Et le souci, c'est qu'on a effectivement différentes conditions qui amènent à l'abrasion du pneu. On peut avoir tout ce qui va être dynamique d'accélération, dynamique de freinage. On va également avoir tout ce qui est virage. Et donc, tous ces paramètres, toute cette dynamique amène à l'abrasion du pneu et donc à la formation de ces particules et à la contamination de l'environnement. Donc, quand on parle de particules, c'est à la fois le caoutchouc synthétique et les espèces d'additifs qu'il y a dedans. Ça peut être tout. Ça forme un tout, oui. D'accord. Vous m'avez envoyé des études scientifiques que vous avez écrites, Thiago, où on parle de Tire and Road Wear Particle, donc TRWP, donc les particules de pneus. Je vous donne juste cet acronyme, chers auditeurs, auditrices, si vous voulez chercher aussi de votre côté des informations. TRWP, c'est ça qu'il faut marquer dans les moteurs de recherche pour trouver des informations sur ces pollutions pneus avec les particules de pneus. Mais donc, vous avez parlé des différentes façons dont elles sont produites, avec des freinages, des accélérations, en tournant, par exemple, autour de ronds-points. Et est-ce que c'est là où rentre en jeu cette fameuse voiture expérimentale bardée de capteurs ? Effectivement, c'est l'un des objectifs de ce véhicule qui a été instrumenté par les équipes, c'est de pouvoir relier les émissions de particules de pneus aux conditions, aux paramètres dynamiques du véhicule. Donc les véhicules, on a deux types de véhicules au laboratoire, une petite citadine thermique et un SUV, donc un peu plus gros électrique, qui sont tous les deux instrumentés. Et l'objectif, c'est de pouvoir relier les phases d'accélération, les phases de freinage, les virages, puisque tout est enregistré, aux émissions de particules de pneus. Alors pour ça, on a placé un collecteur à l'arrière d'une des roues motrices des deux véhicules, qui va venir collecter, aspirer les particules qui sont générées en roulant. Associé à cette collecte, on a un capteur optique qui vient compter le nombre de particules donc de manière continue. Et derrière ce capteur, on a un filtre qui vient collecter les particules qui ont été générées. Et ce filtre-là, moi, je le récupère et je vais analyser ça en laboratoire pour savoir exactement la masse de particules de pneus piégées dans ces filtres. Et donc, avec les deux types de véhicules, on va pouvoir circuler selon des trajets définis. On a des trajets autoroutiers, on a des trajets périphériques, donc on va faire plusieurs fois la boucle du périphérique de Nantes. On a des trajets exclusivement urbains, donc on va circuler dans Nantes sur une centaine de kilomètres, donc on va faire plusieurs fois la boucle. Et l'idée, c'est de pouvoir comparer la dynamique de circulation. Donc, si on compare autoroutier, où on a assez peu au final de phases d'accélération ou de freinage, on est sur des routes, donc ligne droite, vitesse élevée, vitesse constante, à des trajets donc beaucoup plus saccadés. Par exemple, trajet urbain, on va avoir des feux rouges, des intersections, donc on va avoir beaucoup de phases d'accélération, beaucoup de phases de freinage, des virages. Et c'est de comparer ces différentes typologies de routes pour les véhicules et les associer à des émissions et de voir effectivement ce qui amène le plus ou non d'abrasion du pneu. Alors ma question qui vient est tout à fait logique. Quel est le trajet ou quel est le type de voiture, SUV électrique ou petite citadine thermique, qui consomme, qui émet le plus de particules de pneus ? Alors, via notre étude qui a été publiée, on s'est concentré seulement sur le véhicule thermique. Donc pour l'instant, pour le véhicule thermique, on a le trajet périurbain, donc un trajet qui va à la fois combiner des phases d'accélération puisqu'on rentre sur des petites localités et des phases de freinage. Le trajet périurbain est le trajet le plus émetteur. Ensuite, on a le trajet autoroutier qui émet en deuxième position. Ensuite, on a le trajet urbain qui émet avec des émissions donc, modérées. Ensuite, on a un trajet périphérique et un trajet rural qui émet le moins. Alors pourquoi on a le trajet périurbain qui émet le plus ? Comme je l'expliquais, on a une association de typologie, en tout cas de typologie de dynamique. On va avoir beaucoup d'accélération, beaucoup de freinage à vitesse assez élevée. On est à peu près à 60 km/h en vitesse moyenne sur tout le trajet.
Pour un trajet autoroutier, on va émettre un petit peu moins parce qu'on a moins ces phases de contrainte d'accélération et de freinage appliquées aux pneus. Par contre, on abrase quand même parce qu'on est à vitesse élevée et vitesse constante. Donc la vitesse est aussi un paramètre, donc c'est intuitif, mais un paramètre important à prendre en compte pour l'abrasion. Et pourquoi on émet un peu moins en tout cas on émet un peu plus que le trajet urbain? Parce qu'en trajet urbain, on a toujours ces phases d'accélération, phase de freinage, mais on a une vitesse plus faible que le trajet, par exemple, périurbain. Donc les deux grands éléments d'abrasion des pneus, c'est une vitesse qui est forte ou un changement de vitesse, soit par l'accélération, soit par le frein. Tout à fait. Donc dans l'idéal, si on voudrait émettre moins, il faudrait rouler moins vite et de façon la plus régulière possible. Et la plus souple, avoir justement limiter les phases d'accélération franche ou le freinage assez brut, savoir une conduite souple. Alors selon l'ONG Agir pour l'environnement, une seule voiture libérerait durant sa vie entre 17 et 40 kilos de gomme pneumatique, plus ses additifs. On en a entendu parler pendant l'extrait du Monde de Jamy. On parle notamment de ces fameuses particules fines. On en entend parfois parler lors des pics de pollution en ville. En réalité, il y aurait des particules fines, très fines, ultra fines, et ces particules pourraient rentrer dans nos bronches et rejoindre notre circulation sanguine. Alors, là, on a parlé de cette histoire de pneus, et tout à l'heure, Louisa, on a parlé ensemble notamment des prélèvements qu'il y avait dans l'environnement, notamment au niveau des sédiments. Les pneus, on en est où dans l'environnement et la contamination et dans notre corps? C'est quoi les premiers résultats de vos études? Les premiers, ils ne sont pas forcément réjouissants, c'est qu'il y en a quasiment partout. Donc moi, comme je le disais tout à l'heure, je me concentre sur les zones qui sont éloigné de la ville, mais aussi le but c'est de s'éloigner des routes, en fait, de s'éloigner des sources d'émissions. Donc dans tous les sols que je suis allée prélever, donc que ce soit des sols en prairie, champs, assez isolés, ou alors au bord de certaines routes, mais très peu passantes, on détecte du pneu. Alors les concentrations sont inférieures à ce qu'on peut retrouver en bord de route ou en bord d'autoroute ou dans les poussières de route, et fort heureusement, mais on en détecte. On en détecte aussi dans les sédiments de Loire. Alors, on en détecte plus. Alors, pour les matières en suspension, on en détecte plus en aval direct de Nantes. Et on a une décroissance de ces teneurs jusqu'à l'océan, ce qui semble logique parce qu'on a aussi une forte émission avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le cycle de l'eau, les eaux de ruissellement qui vont venir en fait en sortie de Nantes vraiment ajouter ces particules, se déverser. Et donc, on va avoir une forte teneur en particules dans les matières en suspension. Après, donc, on a plusieurs phénomènes. Soit les matières en suspension restent, par exemple, en suspension et donc se diluent au fur et à mesure. Et donc, on a une diminution des particules et on a moins d'apport. Mais on a aussi, en fait, un dépôt de ces matières en suspension qui vont venir finalement couler et donc se déposer dans le lit et dans les sédiments de Loire. Et donc, on a forcément... En fait, on va diminuer les teneurs qu'on retrouve dans les matières en suspension, mais pour autant, on retrouve des teneurs en particules de pneus quasiment similaires sur tous les sédiments de Loire ou vasières de Loire. Ah oui, donc ça diminue en surface et dans l'eau, mais c'est parce que c'est pour mieux se déposer sur le fond et sur les sédiments, finalement. Voilà, c'est sûrement les phénomènes qui ont lieu. Après, on est en estuaire de Loire, on a le phénomène de marée, on est sous les effets de la marée, donc on va avoir aussi des phénomènes hydrosédimentaires qui vont venir remobiliser les particules donc, de sédiments qui sont déposés dans le lit, qui sont déposés sur les vasières. Donc, voilà, on a un processus qui est plus complexe qu'un simple dépôt de polluants. Mais en tout cas, oui, donc, dans les premiers constats, on a des teneurs. Alors, pour donner des ordres de grandeur, sur donc, ce qu'on a appelé donc, TRWP, donc particules issues de l'usure des pneus et de la route, on est autour des 200 mg de particules de pneus par kilogramme de matière sèche, donc c'est-à-dire de sédiments, de matière en suspension. Donc, on est dans cette moyenne-là, dans la Loire. Et c'est à peu près ce que j'ai retrouvé dans des sols qui sont éloignés des routes. Donc, quand je parle éloigné, on est au-delà de 20 mètres d'une route, puisque ce qu'on avait pu constater, c'est qu'on a un dépôt très fort sur les bords de route par les eaux de ruissellement, et qu'ensuite, on va surtout avoir finalement le dépôt atmosphérique qui va venir charger les sols.
Donc, en fait, on est sur une moyenne, on va dire, une imprégnation plutôt globale de 200 mg par kilo, donc c'est-à-dire 0,2 g de particules par kilogramme de matière sèche. Je n'arrive pas à me rendre compte si c'est énorme ou si c'est, j'allais dire minime, mais ça me semble un peu compliqué de dire minime, ou si c'est négligeable. Alors, c'est toujours difficile à dire. J'ai pas forcément d'idée de Manque d'échelle comparaison. de comparaison. Voilà. Après, en fait, quand on va venir dire que c'est énorme ou non, en fait, finalement, ça va être l'impact sur l'environnement qui va venir le dire, parce que aujourd'hui, il peut y avoir des choses peut-être fortement concentrées. Bon, ça n'a rien à faire là, donc dans tous les cas, ça reste énorme, ce n'est pas négligeable. Mais est-ce que, en fait, à ces teneurs-là, est-ce que ces 200 mg sont un problème, sont dangereux pour l'environnement et pour les organismes? Et en fait, je pense que ça va être vraiment ça qui va être le marqueur de la dangerosité et de qu'est-ce que ces teneurs ont comme impact. Pour évaluer la gravité, Oui, c'est savoir les conséquences. Est-ce que justement, vous avez déjà des pistes sur les conséquences que peuvent avoir ces particules de pneus dans l'environnement? Dans l'eau, on a aussi parlé tout à l'heure des prélèvements dans les parcs et jardins, notamment familiaux. Est-ce qu'on a déjà une idée de ce que ça peut faire ou c'est trop tôt pour le dire? Alors, sur la santé humaine, c'est un peu trop tôt. Sur certaines espèces, on a déjà des effets qui sont bien prouvés, et notamment certaines espèces de saumon qui réagissent négativement à l'un des additifs présents dans le pneu. Donc ce n'est pas le caoutchouc en lui-même qui va poser problème, mais plutôt ce qui constitue le pneu, notamment les additifs. Et donc on a déjà des articles qui tendent à démontrer et à prouver la dangerosité de la particule contenant des additifs problématiques pour l'environnement. J'imagine que tant qu'on ne cherche pas, on ne peut pas non plus trouver. Donc, c'est encore des projets de recherche qui doivent être mis en place? Oui, exactement. Et puis, comme ça a été rappelé dans l'extrait du monde de Jamy, si on inhale ces particules-là, on va les inhaler avec leurs additifs. Et donc, au final, ces additifs peuvent aussi se libérer dans notre organisme. Et donc là, on est totalement dans le flou. On n'a pas d'études pour démontrer leur effet toxique ou non sur la santé humaine. J'ai entendu tout à l'heure le mot-clé transfert de toxicité. C'était à qui ça? Sûrement moi. Allez-y. Parce que du coup, c'est notamment un volet de ma thèse d'aller explorer cette toxicité. Alors, plus précisément, l'écotoxicité. Donc moi, je ne vais pas aller faire des tests ou des informations sur la santé humaine, mais plus sur la santé des organismes vivants en Loire. Et donc là, j'étudie notamment deux organismes qui vivent dans le sédiment de Loire, parce que c'est là qu'on a détecté des particules. Et donc, on se place finalement dans une réalité environnementale, à essayer de voir si ces organismes qui sont exposés donc, à ces particules réagissent et s'il y a des effets. Et donc, dans mes travaux, là, on va vraiment chercher à essayer de discriminer l'impact des additifs et de la particule. Parce que, alors en effet, la particule, quand elle est rejetée, quand elle est émise dans l'environnement, elle est émise avec tout son cocktail de particules. Il est possible que lors de tout son trajet, elle relargue ses additifs avant d'arriver à son point d'arrivée, si point d'arrivée il y a. Mais elle peut aussi finalement en capter d'autres. Les particules de pneus ne sont pas les seuls polluants en Loire. Et donc, elle peut agir de deux manières, soit en relarguant ses additifs au sein des organismes, en relarguant d'autres additifs au sein des organismes, ou en arrivant, entre guillemets, nue dans les organismes, mais en ayant un impact parce qu'elle est ingérée et elle n'est pas du biote commun pour ces organismes. Donc là, moi, j'ai vraiment fait des tests, des essais en laboratoire d'exposition de certains organismes à des particules neuves, donc c'est-à-dire des particules complètes contenant tout ce qui est additif et autres, des particules ayant été lavées de tous additifs et de ces additifs justement seuls pour essayer de voir. Donc vous avez séparé vraiment la particule de pneu toute seule, la particule de pneu et ses additifs, ou les additifs tout seuls. Vous avez fait ces trois versions-là pour savoir les conséquences sur ces organismes qui vivent dans les sédiments de la Loire, c'est ça? C'est vraiment pour essayer de comprendre en fait finalement qu'est-ce qui est le plus toxique, pour en fait déjà aussi peut-être agir par la suite, si on parlait de solutions tout à l'heure, s'il s'avère que c'est les additifs qui sont toxiques et que la particule elle-même n'a aucun impact, il va peut-être falloir aller parler aux industriels pour leur dire c'est les additifs qu'il faudrait revoir, peut-être changer les formulations de pneus, mais
Pour autant, c'est peut-être pas au moment de l'émission et de la facilité du pneu à s'abraser ou non qui va être la plus dangereuse. Donc c'est aussi pour trouver des leviers d'action et puis quand même voir si toxicité il y a, à quel niveau il y en a. Est-ce que vous avez déjà des pistes de réponse à nous donner ou vous êtes encore en thèse et on va arrêter de mettre la charrue avant les bœufs? On a un début de piste. Alors les effets, donc moi je regarde des effets à très petite échelle. Il faut se dire que je ne regarde pas une mortalité d'organisme ou non. On va aller regarder finalement si ça va avoir des effets soit sur le comportement de l'organisme ou bien si ça a des effets sur certaines enzymes qu'il y a dans leur système. Donc, c'est-à-dire au niveau, par exemple, d'un système nerveux, au niveau de stress oxydant, finalement, si des doses de stress sont générées ou non lorsque ces organismes sont exposés aux particules. De mes premiers résultats, donc c'est à prendre avec des pincettes aussi, ça va venir s'affiner au cours de ma thèse, il semblerait qu'il y ait un peu plus d'effets significatifs lorsqu'ils ont été exposés qu'aux additifs seuls. Ce serait pour l'instant, avec des pincettes, en cours de recherche, les additifs qui seraient les plus toxiques. C'est ça. Donc après, ça va dans le sens, on s'y attendait le plus, c'est ce qui a été déjà démontré comme quoi ces additifs avaient un impact. Après, c'est la voie d'exposition qui est différente. Les additifs, ils sont exposés via l'eau, tandis que les particules, elles sont exposées dans le sédiment. C'est particulier. Donc, il y a des mécanismes qui sont différents aussi. Donc, après, il y a tout ça à prendre en compte et à aller comprendre qu'est-ce qui agit réellement. Après, juste une simple observation qu'on a pu faire sur nos organismes, on a retrouvé des particules de pneus dans les glandes digestives de nos organismes. Alors, effet ou non, ces particules ont été ingérées par les organismes. Donc déjà, premier constat, l'exposition, elle est bien réelle et il y a bien une ingestion qui n'est pas différenciée avec le reste de leurs apports nutritifs. Donc, si ça se retrouve dans ces organismes-là, on peut imaginer assez facilement que ça se retrouve aussi dans des poissons, dans des plantes, ou en tout cas dans tous les êtres vivants qui sont exposés à ces particules de pneus, nous compris. Tout à fait. On continue de parler de ces résultats et des perspectives d'avenir juste après une pause musicale.
La science dans tous ses états au Labo des Savoirs. C'était Ille-et-Vilaine de Colmantol et nous sommes de retour en plateau avec Louisa Landry et Thiago de Oliveira du laboratoire Eau et Environnement, je vais y arriver, de l'université Gustave Eiffel. Alors, juste avant la coupure musicale, on avait parlé de ces résultats, Louisa, que vous aviez trouvés dans les sédiments, notamment de l'estuaire de la Loire, sur ces fameuses particules de pneus qui nous occupent depuis bientôt 1 heure. Thiago, vous, on en a parlé en début d'émission, vous aviez fait des prélèvements dans les sols, mais aussi dans l'air. Est-ce que vous avez déjà des premiers résultats à nous partager ? Alors pour l'air, c'est un peu trop tôt, mais on a quelques pistes de réflexion par rapport aux résultats qu'on a déjà avec les véhicules instrumentés. Avec les véhicules instrumentés, donc on vient collecter les particules au moment de l'abrasion, et notamment les particules les plus fines. Et sur les filtres, on a différents filtres avec des seuils de coupure, ce qui nous permet de discriminer par taille de particules. Et de ce qu'on a pu voir et de ce qu'on démontre avec nos résultats, c'est que la majorité des particules, en tout cas qui sont émises vers ce compartiment atmosphérique et que l'on collecte, sont des particules ultra fines, donc qui sont de l'ordre de la centaine de nanomètres. Et pour rebondir sur un peu l'idée de ce que ça peut représenter pour nous, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, un pneu, on a une abrasion à peu près de quelques grammes par kilomètre. Reporter ça en nombre de particules, en fait, on se rend compte que lorsqu'on va circuler sur 1 kilomètre, on va émettre à peu près plusieurs centaines de millions de particules, voire 1 milliard de particules. Donc en masse, on a un chiffre qui est assez peu palpable, mais en nombre de particules, c'est tout de suite des chiffres qui sont astronomiques parce qu'on est sur des particules qui sont très très petites, et donc on en émet énormément. Et donc, ceci nous permet d'entrevoir un petit peu les résultats qu'on peut avoir sur le compartiment atmosphérique, où on va avoir peut-être des concentrations assez faibles, mais si on reporte ça en nombre de particules, ça va être astronomique. Donc on n'a pas encore les résultats, mais ce qui ressort de ces fameux véhicules instrumentés, c'est que ça libère déjà des particules extrêmement fines et qui sont de toute façon présentes un peu partout. Exactement, et c'est la problématique notamment en milieu urbain, parce qu'on est dans un milieu assez confiné, et avec une population qui est à proximité de la route, et plus une particule est fine, plus sa capacité à être respirée, inhalée est importante, et donc à diffuser dans l'organisme aussi. Et plus une particule est fine, malheureusement, plus son temps de résidence dans l'atmosphère l'est également. Donc on a plus de chances de respirer des particules fines. Et qu'en est-il des milieux récepteurs comme les sols ? Est-ce que vous aviez des résultats déjà ? Alors oui, on a quelques résultats pour les sols de Nantes, de certains jardins. Et donc on arrive à peu près sur les mêmes chiffres qu'a donné Louisa, où on va être à peu près à 200 mg par kilo. Donc on a ce fond un petit peu diffus de particules, en termes de concentration en particules de pneus. Mais dans le cas, par exemple, des différents jardins qu'on a pu échantillonner, on est à peu près à une trentaine, voire cinquantaine de mètres des routes à proximité. Et l'autre configuration qui peut expliquer ces teneurs qui sont beaucoup plus faibles que des teneurs en bordure de route, c'est la configuration du site, c'est-à-dire que l'ensemble de ces parcs-là, on a une végétation assez haute, assez dense, qui entoure le sol qui a été échantillonné. Et donc, l'hypothèse que l'on formule, c'est que cette barrière végétale, naturelle, formerait justement une barrière qui empêcherait la migration de ces particules de pneus dans le sol pour contaminer encore plus les sols des différents jardins échantillonnés. Donc, le fait d'avoir de la végétation haute dans un endroit confine les particules de pneus dans cet endroit ? À l'extérieur de cet endroit. Ouais. D'accord, à l'extérieur. Donc ça protégerait l'endroit. C'est l'une des hypothèses que l'on formule et c'est d'ailleurs une des solutions qui peut être envisagée pour limiter la propagation des particules vers le compartiment atmosphérique, c'est de végétaliser au maximum les bordures de route pour que le feuillage, si on décide de mettre en place une végétation avec un feuillage persistant, pour que ce feuillage-là puisse jouer son rôle de barrière. Les particules vont être captées par ce feuillage-là et ensuite limiter la propagation sur de plus longues distances.
Donc on pourrait imaginer des autoroutes du futur avec sur les bords des végétaux a priori plutôt hauts qui empêcheraient un peu cette dissémination des particules émises quand on freine ou quand on accélère. C'est l'idée. Et ça serait d'autant plus bénéfique en milieu urbain où on a généralement la route, le trottoir et nous sur le trottoir à proximité immédiate. Oui, puisqu'on pense aux autoroutes, mais vous l'avez dit, vous avez fait aussi des parcours en milieu urbain et dans les villes. Et donc là, tous les systèmes de feux rouges, etc., et d'accélération, là, végétaliser les villes, ce serait aussi aller dans le bon sens. Ça serait une bonne solution. Puis améliorer la fluidité du trafic. Donc éviter les phases d'accélération, freinage, répétition. Donc c'est l'une des pistes. En plus d'avoir une conduite souple, c'est l'une des pistes, donc fluidifier au maximum le trafic. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer que tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure concernant les particules de pneus sont aussi valables pour, par exemple, avoir des villes qui sont plus résistantes à la chaleur, pour polluer moins en rejet atmosphérique, parce qu'on parle souvent des SUV, des grosses voitures qui polluent beaucoup. Et là, on pourrait supposer qu'elles libèrent aussi beaucoup de particules de pneus. Donc finalement, ces pollutions aux particules de pneus, leurs solutions sont déjà des solutions qui pourraient être des solutions aussi pour autre chose. Tout à fait. C'est du gagnant-gagnant. Et puis, même pour le portefeuille, c'est avoir une conduite souple, c'est préserver son pneu, donc on le change moins souvent au final. Donc, voilà. Donc, effectivement, il y a plusieurs pistes. Et je voulais rebondir sur, tu parlais des SUV en ville. Aujourd'hui, les véhicules électriques, on est un petit peu sceptique par rapport aux émissions de particules de pneus seulement. C'est le poids des véhicules. Un modèle équivalent, un véhicule thermique, donc pèse un peu moins qu'un véhicule électrique, parce que le véhicule électrique, il embarque 100 à 200 kg de batterie qu'un véhicule thermique n'a pas besoin de transporter. Et donc 100 à 200 kg en plus, c'est une charge sur le pneu beaucoup plus importante, et donc une abrasion qui est accentuée. Et donc si on regarde, et j'insiste seulement sur les émissions de particules de pneus, et ben malheureusement on pense que les véhicules électriques ne sont pas la solution, en tout cas pour ce contaminant-là. Parce que les véhicules sont plus lourds. Parce que généralement, à modèle équivalent, les véhicules sont beaucoup plus lourds. Donc il faudrait favoriser des petits véhicules électriques. Là, on serait parfait. Donc une citadine électrique, on serait nickel. Voilà. Donc si on résume, conduire à vitesse à peu près constante, avoir une conduite souple, ne pas aller trop rapidement, donc d'où les routes de campagne à 80 ou des centres-villes à 30, c'est des bonnes solutions. Oui. J'imagine aussi, là, vous étudiez uniquement les particules de pneus de voitures. Est-ce qu'on parle souvent de mobilité douce? On pense tout de suite au vélo. Est-ce que c'est comparable? Alors, Louisa. Oui, un vélo a un pneu. Après, la charge, la vitesse, le freinage et l'accélération d'un vélo sont quand même largement moindres qu'une voiture pour les émissions. Alors, je ne m'avance pas sur les émissions d'un vélo, mais je pense que ça reste très, très, très négligeable par rapport aux voitures, encore plus par rapport aux poids lourds, dont on n'a pas mentionné, mais qui sont aussi des gros émetteurs et peut-être plus difficiles à réduire. Les poids lourds, c'est quand même, pour le coup, lié à des transports routiers et à un métier. Donc, voilà, il y a des choses où, oui, je pense que la solution, c'est des petites voitures. C'est le covoiturage pour limiter finalement le nombre de voitures. Prendre des mobilités douces, vélo. Après, il y a les transports en commun. Mais il ne faut pas oublier aussi travailler avec les industriels. Là, on ne parle que des solutions que l'usager peut faire. Toute la charge n'est pas que sur les usagers. Alors oui, il y a un travail commun à faire, mais il y a aussi, et c'est ce qu'on essaye en fait de faire dans nos recherches aussi, c'est finalement d'informer les industriels pour... Voilà, comme je le montrais sur la toxicité ou alors sur le nombre de particules, sur le temps de vie d'un pneu, c'est aller voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour limiter ces émissions, pour limiter la dangerosité de ce qui est émis aussi. Je pense que ça va de pair. De toute façon, c'est des émissions qui ne sont pas souhaitées. Je pense que personne n'a pris sa voiture un matin en se disant si j'allais polluer. Enfin, pas de cette manière-là en tout cas. Donc, c'est quelque chose qui est peu connu parce qu'en fait, on ne s'y attend pas à ce que ça émette ce type de pollution. Ce n'est pas comme une bouteille en plastique que l'on jette dans la nature pour certaines personnes et qui choisissent de faire cet acte-là. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, si ce n'est
on peut le réduire, mais on ne peut pas vraiment le maîtriser. Et c'est pour ça qu'il y a, je pense, une part importante aussi de travail avec les industriels. Oui, vous avez raison de le rappeler, tout ne revient pas aux citoyennes et citoyens. Est-ce qu'on peut d'ailleurs imaginer des pneus plus résistants ou moins abrasifs, ou alors des additifs qui seraient différents, moins polluants? Alors, des pneus plus résistants à l'abrasion, ça existe. Le problème, c'est qu'un pneu qui est beaucoup plus résistant à l'abrasion va dégrader la route. Et donc, on va avoir une usure également de la route. Donc, c'est un autre problème. C'est un autre problème, parce qu'on a aussi des choses qu'on met dans la route, des bitumes et autres. Et donc, c'est un compromis à avoir entre l'abrasion du pneu et l'abrasion de la route. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à Louisa Landebry et à Thiago De Oliveira du laboratoire Eau et Environnement de l'université Gustave Eiffel. Merci également au Muséum d'Histoire naturelle de Nantes. Toutes les sources sont à retrouver sur le site et en description du podcast. Une émission réalisée par Sophie Potvin que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur le labodesavoirs.fr ou sur vos réseaux sociaux et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.